Pour moi, c'était quand même c'était assez frappant parce que, comme moi je suis italienne, et je me suis formée en Italie, j'ai plein d'amis en Italie, non, médecins. Le Covid est arrivé plutôt chez eux, avec à peu près 15 jours de décalage. Et je voyais que se déchaîner, totalement sidérés. Les gens qui travaillaient dans les unités Covid, ils avaient carrément décidé de ne plus être dans leur famille, donc de s'isoler. Et ici, en fait, pendant 15 jours, le temps était bloqué. Il ne se passe rien. Il y a une espèce de sidération et tout le monde continue à faire des projets, de partir en vacances. Et moi, j'étais très sidérée parce que je ne comprenais pas comment ils pouvaient imaginer que le virus s'arrêterait à la frontière. Et je disais, mais en fait, c'est pas possible. Et en fait, les gens s'étaient rassurés. Je pense que c'était rassuré parce que c'était trop pensé que tout ça puisse arriver, le confinement, cette espèce de lockdown, les rues désertes, les hôpitaux inondés, les morts qui commençaient à être comptés, c'était le comptage tous les jours. Et du coup, moi, j'ai vécu une expérience d'étrangeté parce que j'étais totalement plongée dans une espèce de futur antérieur. C'est comme si ici, j'étais dans le passé et là-bas, j'étais dans le futur. Je ne savais plus où j'étais. Et quand, enfin, Macron a dit, bon, ça y est, on fait le lockdown, je me suis dit, j'ai soufflé. Je me suis dit, les temps vont se remettre à coïncider. Et je ne suis plus schizophrène parce que j'avais ce sentiment-là d'être schizophrène, tu vois. J'étais soulagée. Bon, voilà, après l'histoire a vraiment commencé. Mais voilà. En fait, je me dis juste qu'il fallait passer par là. Il fallait passer par là. On s'est adapté comme on a pu. On a sûrement fait du mal, mais on a fait beaucoup de bien aussi. Les premiers jours, ça a été en réanimation, on a été débordés parce qu'on a reçu des patients très lourds. On n'était pas assez nombreux et du coup, le temps de s'organiser, de comprendre un peu cette maladie, oui, ça a été compliqué au début. Nous, qu'est-ce qu'on a eu à faire face? C'est donc un phénomène qui était quand même inattendu dans son ampleur et la vitesse à laquelle ça s'est produit. Moi, je sais que fin février, il y avait quelques cas en France. Et nous, à partir de la mi-mars, ça a été une explosion. C'est-à-dire qu'entre le 19 et le 30 mars, on a dû changer l'hôpital pour faire face à une arrivée massive de malades. Et massive. Les 6 premiers mois, j'ai vu plus de décès que j'en ai vu durant ma carrière en 15 ans. Enfin, on avait l'impression que les patients ils tombaient comme des mouches, quoi. On n'avait jamais vu ça. On s'est dit on va jamais arriver au bout du tunnel, quoi. Parce que c'était une entrée, un décès, une entrée, un décès, donc ça a été compliqué. Le 24 janvier 2020, les 3 premiers cas de Covid-19 sont recensés en France. Le 17 mars,
le confinement est décrété dans tout le pays. À l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, le nombre de patients se multiplie toutes les heures. Les lits se remplissent à une vitesse exceptionnelle. De mars à juin, pendant ce qui a été appelé la première vague, les visites des familles sont interdites. Les rites de fin de vie ne sont plus possibles. Comment les membres du personnel de l'hôpital de La Fontaine se souviennent de cette période et comment l'ont-ils et elles vécu? En interne, un collectif de soignants réfléchit à cette question depuis plusieurs mois. Ils ont fait circuler un questionnaire auprès de collègues pour recueillir leurs paroles sur ces semaines de pandémie et les pratiques mises en œuvre. Aujourd'hui, il et elle témoignent pour ouvrir la réflexion et poser des questions sur cette période exceptionnelle pour l'hôpital public. La Traversée, une série sonore de Sarah Lefebvre et Brice Sandlauer, avec le groupe multiculturalité de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Épisode 1. La sidération. De la désorganisation totale. Commencer par lire les témoignages là, que toi t'avais, Claudia. Est-ce qu'on les lit juste comme, non, je sais. Vas-y, je pense. Alors, regarde, peut-être que déjà je peux vous relire ce qu'on avait, le compte rendu de la réunion du 14 avril. C'était vraiment Elisa Pasqualoni, médecin interniste à l'hôpital de La Fontaine. La réflexion qu'on a décidé de porter avec le groupe multiculturalité. Juste parce qu'il faut quand même dire que ça faisait quelques années qu'on se revoyait, 2 ans peut-être que le groupe avait été interrompu à cause de les différentes vagues Covid. Et du coup, quand on a repris, on cherchait le sujet de réflexion. Et ça nous a paru assez évident de pouvoir se poser et réfléchir sur ce qui a été cette première vague. Et en particulier, la violence de la fin de vie. Justement, dans ce contexte assez spécial qui était l'hôpital en ce moment, qui était coupé du monde et personne ne pouvait rentrer dedans. Et donc, en discutant entre nous, on a quand même, avec les soignants qui étaient présents, ça semblait assez évident parce que c'était un récit que les soignants portaient tout le temps. Qu'est-ce que c'était horrible la housse. Donc, on s'était dit, il faut quand même en faire quelque chose. Et je pense que tout ça, c'est venu assez vite. Et il y a une infirmière des urgences qui était venue témoigner. En plus, c'était une infirmière que débarquait aux urgences. Elle sortait de l'école, je me rappelle bien. Ouais. Elle disait une des choses les plus difficiles, parce que le plus inhabituel, c'était l'état de certains patients qui s'est dégradé très très vite, pour lequel en fait on n'était pas du tout préparés, on était démunis par rapport à cette situation. On parlait beaucoup, on pleurait entre nous. Ça allait très très vite et on avait le sentiment de travailler à la chaîne. Pas le temps de prendre le temps. Elle disait pas forcément de rituel à mettre en place. Elle disait après le décès, la toilette mortuaire et puis le sac. Pas possible pour les familles de les voir une dernière fois. Et en tout cas, elle disait qu'elle n'avait pas eu de connaissance de rituel particulier demandé par la famille. Mais est-ce que les familles aux urgences, je pense que c'était très... Est-ce que vous interveniez aux urgences, vous, Claudia? Non. Nous, avec l'équipe de soutien, on intervenait dans les étages, et en réanimation, mais pas aux urgences, jamais. Je suis jamais allée aux urgences. Dans le week-end, en fait, à la fin de mes vacances, ça arrive en France. Je suis partie 2 semaines. Quelque part, on avait certainement déjà les informations. Mais je pense qu'on ne pouvait pas imaginer ça, en fait. La sensation de tout le monde, c'est que vraiment, ça nous tombe comme ça dessus. Lucille Montagnier, ancienne contractuelle à la direction juridique de l'hôpital de La Fontaine. Le chef d'établissement nous reçoit tous en format de comité de direction et nous indique qu'en fait, là, il va déclencher le plan blanc, c'est-à-dire le plan de gestion de crise. Sauf qu'en fait, à l'époque, on était vraiment partis sur les attentats de 2015. En fait, notre modèle, c'était ça, un afflux massif de victimes. Donc en fait, là, ça a totalement chamboulé en fait, notre vision de la crise. Et on n'était pas du tout prêts. En fait, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on s'adapte
vraiment à cette crise qui était très spécifique. Donc, en plus du fait d'être assez jeune sur ce type de poste, on a tous été très surpris en fait de la forme de cette crise. Dans notre service, je dirais que, enfin, du moins pour la première vague, on n'avait pas le temps de s'arrêter sur tel ou tel patient. Aurélie Nunes, infirmière au service des maladies infectieuses et respiratoires. C'était sans arrêt des va-et-vient. Le patient rentrait pas trop mal. 10 minutes après, en réa. Donc, c'était vraiment ce va-et-vient de patients. Un turnover qu'on n'avait jamais vu. J'étais là le premier week-end où on a commencé à avoir des patients, parce qu'on était le service dédié au début. Cette venue de patients sans cesse, et un patient sortait, il y en avait un autre derrière. Il n'y avait pas de répit, en fait. Étrangeté, ça c'est sûr, parce que c'était une situation totalement inédite. Donc une espèce de sentiment un peu de déréalisation. On a dû multiplier nos places de réanimation par 2. Parce qu'au départ, en fait, le sujet, c'était le fait qu'il y avait vraiment des formes sévères du Covid. Et donc, il y a eu une saturation de la réanimation. Et je pense que psychologiquement, ça a été très difficile pour les uns et pour les autres, parce qu'en fait, très concrètement, ils ont été sur le qui-vive pendant des jours et des jours, sans pouvoir en fait souffler. On est arrivé à un stade où en fait on avait des patients Covid partout. En fait, au départ, on était parti sur des services qui étaient 100% Covid, mais en fait, à la fin, tous les services devenaient plus ou moins Covid en fait. L'hôpital était un hôpital Covid, quoi. Moi, j'étais pas là pendant la première vague, mais quand je suis arrivée en tant que psy au MIR, donc service des maladies infectieuses et respiratoires, il y a un des médecins qui était chef d'unité qui évoquait la sensation d'impuissance. Alors je me permets de parler de ce qu'il me disait, mais il m'avait vraiment dit, mais en fait, à un moment, on avait vraiment des thérapeutiques assez limitées. Et il y avait quelque chose j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de frustration, en fait, au niveau médical. Je sais pas si... Ouais, il y avait les masques, il y avait les combinaisons, Charlotte qu'on met sur la tête, les petits chapeaux, là. Les gants, les lunettes. Donc on s'habillait vraiment, on avait un équipement qui faisait peur. Parce qu'on avait peur nous-mêmes d'attraper ce virus, parce qu'on savait pas ce que c'était. Et on voyait nos patients démunis et l'angoisse dans leurs yeux. Et nous, on savait pas trop quoi leur dire, parce qu'on savait pas. On savait pas comment ils allaient s'en sortir. Et nous, on avait peur de l'attraper surtout. De l'attraper, d'apporter cette maladie à la maison. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit, de toute façon, ce qu'on fait là, ça sert à rien, parce qu'ils vont mourir. Et ça, c'était dur à entendre. Le désarroi des collègues, moi, pareil, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On va loin, on ne peut plus rien faire. Et la hantise d'attraper cette maladie, la hantise de ne pas s'en sortir. Et puis, on s'est dit, on ne va jamais arriver au bout du tunnel, quoi. On ne va jamais y arriver, parce que c'était une entrée, un décès, une entrée, un décès. Donc, ça a été compliqué. Ouais, ça a été une période difficile. Ça a duré 2 mois, si je me souviens bien, mais ça a été 2 mois très intenses. Je me rappelle en particulier d'une collègue, je pense que c'était le 2e jour où ça ouvrait. Sophie Alvisé, médecin réanimatrice pendant la première vague du Covid. On avait l'impression que les patients ils tombaient comme des mouches, quoi. On n'avait jamais vu ça. Et là, il fallait réduire vraiment drastiquement le nombre de patients qui étaient en réanimation. Donc, on a fait comme d'habitude, on a refusé des patients du SAMU, on a fait sortir ceux qui pouvaient sortir, mais il y a eu aussi des patients qu'on a fait sortir un peu plus vite que ce qu'on aurait fait en temps normal. Et en ça, je trouve que c'était déjà un petit peu moche.
Et en même temps, il n'y avait pas trop le choix, finalement. Parce qu'en 2 jours, c'était plein. Évidemment, tout le monde continue à être malade. Et donc, il y a des urgences, mais pas du tout que ça. En fait, il y a tout aussi les suivis, notamment les maladies chroniques. En fait, on a essayé d'avoir un maximum de bon sens. Même s'il y avait beaucoup d'inquiétude en fait, sur le Covid, on a essayé de maintenir tout ce qu'on pouvait maintenir en fait, en offre de soins. Mais bon, malgré tout, il y a eu pas mal de déprogrammations. Et on sait que même pour des personnes qui n'étaient pas en situation urgente, les déprogrammations, elles ont eu un impact, d'autant plus sur une population précaire comme celle du 93. Et ensuite, des mois après et des années après, ça continue d'avoir un impact sur leur santé. Non, joie. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a des caméras, non, dans la rue? Non. La police est venue? Non. C'est ORC. Ah non. T'es venu avec qui? Avec les pompiers? Ah non. Ah, t'es venu avec ça? Ah, mais t'as pas ça. Oui, je suis des échos, là. Donc, le personnel là, et tout ça, transféré. Donc, c'est bien transféré. Je vois avec le service patient et elle va être rappelée dans la journée et appareillée aujourd'hui. Ça marche, première urgence. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle main c'est tombé, je vais me renseigner. Il y avait déjà quand même un plan d'ouverture de lits ailleurs dans l'hôpital, donc dans des services qui ne sont pas du tout faits pour faire de la réanimation et où le personnel n'est pas forcément formé non plus. Et ces services, c'était l'unité de soins continus pédiatriques, qui avait 4 lits, et la salle de réveil où, en capacité maximale, on comptait sur 8 lits supplémentaires. Et du coup, la transition a été vraiment très compliquée parce que en fait, ça allait tellement vite qu'il y a eu des situations un peu absurdes et ingérables, du style, ça déborde, ça y est, on avait dit que la pédiatrie, on se servirait du service la semaine prochaine, en fait, on va s'en servir maintenant. Et l'infirmière qui arrive à son poste à 20h, elle voit une dame de 120 kilos et 1m80 dans son lit, alors qu'elle a géré que des enfants tout son parcours professionnel. Et pareil pour la salle de réveil. J'aurais dû suivre que ça se passe. Ça fait partie de la profession et comme j'aurais de calcul en fait. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas bon, on sentait le même. Je parle avec aujourd'hui si la patiente est disponible. Dans l'après-midi, c'est possible. Et là, je vous assure que ça se fait dans l'après-midi. Madame? C'est gentil, merci docteur, excusez-moi. Ah oui. Au plaisir. Madame? Bonne journée, vite. Une fois que les patients étaient en réanimation, ils restaient très longtemps. C'était un peu, comment dire, une espèce d'ironie dramatique, c'est-à-dire que les patients étaient super graves, mais ils mouraient pas vite. Mais ils mouraient quand même. Du coup, il y avait ce truc de, en fait, on savait qu'on allait en avoir pour minimum 2-3 semaines de soins, voire plus, avec un taux de survie qui était quand même assez médiocre. Mais en fait, comme on ne connaissait pas la maladie, on ne pouvait pas se permettre de dire on va arrêter les soins parce qu'il n'y a pas d'espoir. En fait, on ne savait pas. Et du coup, on continuait de façon maximaliste jusqu'à ce que la personne éventuellement décède, et il y en avait beaucoup. Mais du coup, comme ils décédaient, entre guillemets, lentement, les lits sont restés occupés très très longtemps. Il me semble que quand nous, on a ouvert les lits, il y avait les prévisions épidémiques des experts qui disaient le pic épidémique est dans 2 semaines. Et 2 semaines, on a trouvé ça très très long, parce qu'on savait que pendant 2 semaines, ça allait être crescendo jusqu'au pic. Et on se disait, mais en fait, c'est pas possible, où est-ce qu'on va mettre les gens ?
Il y en a trop partout, je ne sais même pas comment on va travailler. Et en fait, on a été crescendo aussi dans notre présence à l'hôpital. On a dit, bon, en fait, il faut un deuxième médecin jusqu'à minuit. Et puis, en fait, 5 jours plus tard, c'était devenu complètement obsolète. Il fallait un deuxième médecin 24 heures sur 24. Et du coup, ça a été crescendo pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, on n'avait pas l'impression qu'on allait autoriser les familles de sitôt. Et en gros, sur la première vague... François Lotte, chef de service de médecine interne et directeur médical de crise. On a eu à peu près 1000 malades hospitalisés sur les, entre, en gros, mi-mars à début juillet. En fait, c'est ça ce qu'on appelle la première vague, mais elle s'est éteinte en fait en juin, puisque le confinement a eu l'effet qu'on attendait. D'autant que ce qui a été assez difficile pour nous aussi psychologiquement, c'est que on a été complètement biaisé par le fait qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Et du coup, heureusement, on a été aidé par les hôpitaux plus ou moins proches et en fait de plus en plus lointains. Il y a eu des consignes de l'ARS avec des convois d'avions pour délocaliser les patients par avion, par TGV dans d'autres régions de France moins touchées. Mais du coup, ces patients-là, il fallait qu'ils soient un minimum stables pour partir. Et donc, ça nous biaisait un peu notre effectif dans le sens où, en fait, les patients qui avaient le plus de chances de s'en sortir, ils n'étaient plus à Saint-Denis. Hein. Ils étaient partis à Valence. Il y en a qui sont même partis en Allemagne. Enfin, c'était vraiment... au début, c'était l'hôpital d'à côté. Et puis, c'est allé de plus en plus loin parce qu'en fait, il n'y avait plus de place nulle part. Donc, quand on pouvait, on prenait. Quand on ne pouvait pas... on transférait quelque part. Et si vraiment c'était jugé trop précaire, soit du fait de son âge, soit du fait de ses pathologies chroniques, soit du fait de la gravité aiguë en plus des 2 autres critères, parfois il n'avait pas accès à la réanimation. Mais à partir du moment où il avait accès à la réanimation, on n'a pas débranché quelqu'un pour brancher quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même eu des choses... entre guillemets, anormal, en tout cas qui ne faisait pas partie de nos habitudes. On a baissé notre seuil d'admission en réanimation, c'est clair. On a admis moins de gens en réanimation que ce qu'on aurait pu faire. Et puis aussi, il y a des professionnels de santé qui avaient des vulnérabilités aussi sur le Covid. Donc, certaines personnes pouvaient être dans les services Covid, d'autres non. Donc, il y a eu tout un sujet de gestion des ressources humaines aussi qui était central. Je pense que potentiellement, ça a été ça le sujet numéro 1. Parce que sans professionnels, en fait, on ne peut même pas répondre à la demande de soins. Donc, en fait, il y avait ces questions d'absentéisme un peu sur tout. Et une peur, en fait, des professionnels de santé qui étaient en première ligne, en fait. Finalement, eux, ils n'avaient pas forcément le loisir de se poser la question d'aller ou pas au travail. Et ils étaient en contact direct avec une maladie dont on ne connaissait pas les contours. Et le soir, ils revenaient chez eux avec la peur, en fait, de contaminer des personnes vulnérables. Moi, j'avais peur d'emmener ce Covid à la maison. Donc, j'étais passée nuit, donc je faisais que des nuits. Et en sachant que mes enfants... Moi, un de mes fils travaillait. Parce qu'il travaillait dans une chaîne de magasins. Donc, je voulais le protéger aussi. Je me suis dit, je ne vais pas non plus... Donc, moins je les voyais, mes enfants, mieux c'était. C'est dur, alors que je les aime plus profond de moi, mais je ne voulais pas leur ramener quelque chose. Et en sachant que j'ai un de mes fils qui travaillait auprès de la population, donc ça me faisait peur aussi. J'avais peur qu'il attrape ça parce que, voilà, il est fragile aussi au niveau... pulmonaire, parce qu'il est asthmatique. Par contre, je raconte à mes enfants ce que je voyais, pour aussi qu'ils prennent conscience que c'était pas anodin ce virus. De se protéger, c'était hyper important. Et tant qu'on l'a pas vécu, c'est bien beau, on écoutait la télé, les gens n'y croyaient pas, mais il y a vraiment eu énormément de décès. Et de plus jeunes, il n'y avait pas que des personnes âgées. Hein. On a eu des jeunes, on a eu des 30 ans, des 40 ans, des femmes enceintes. On a eu beaucoup de maternité, une période. Et on a perdu des femmes enceintes avec leurs bébés. Donc ça a été très, très, très difficile. Nous, nous, on a la mort qui est derrière.
Et eux, enfin voilà aussi, bon, bien sûr c'était blindé comme je sais pas quoi, on avait des camions frigorifiques, ça aussi c'était, quand on arrivait au travail, on passait à côté, on voyait, c'était, on fait ah oui quand même, c'était bizarre. Après c'était sur le nombre de décès. Moi je dis souvent, quand on en reparle, je dis souvent, les 6 premiers mois, j'ai vu plus de décès que j'en ai vu durant ma carrière en 15 ans. Bon, après, je ne suis pas dans un service non plus où on a beaucoup de décès, mais ça arrive. Maladies infectieuses et respiratoires ? Sans mentir, on en avait un par jour, minimum. Ça arrivait des fois qu'on en ait plusieurs. Je ne sais plus après le nombre qu'on a eu, mais voilà, il n'y avait pas un jour, en fait, on n'avait pas de décès. Puis c'était des patients, en plus, ça allait tellement vite, un patient arrivait et il nous parlait, il était bien, et après il décompensait. Lui, il se sentait pas spécialement mal, mais voilà, il continuait à parler. Et le lendemain, vous revenez, vous apprenez, dans la nuit, voilà, il est parti. Et ça a été très compliqué, même mes collègues, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis en réanimation, mais j'ai des collègues, ça faisait déjà 25 ans, je crois, qu'ils étaient en réanimation, voire 30 ans, et ils n'avaient jamais vécu ça, quoi. Et ça a été difficile parce qu'on se disait, voilà, il est rentré, on va faire ce qu'il faut, mais derrière, on ne savait pas s'ils allaient vivre ou pas, et ils partaient très très vite. C'était difficile d'avoir autant de décès par jour. Même moi qui ai assez de recul dans ma carrière, je n'avais jamais eu autant de décès dans ma carrière par jour, et c'était compliqué. J'ai pas de chiffres parce que je pense que j'ai fait un petit blocage là-dessus, mais... Je pense que nous, ça nous a beaucoup biaisé sur un peu l'horreur de cette histoire, au point que... alors, je ne me rappelle pas du tout des chiffres, mais on avait vraiment l'impression que c'était 80% de décès. Enfin, on avait l'impression que c'était vraiment énorme. Pendant 2 ou 3 semaines, je me rappelle que les patients qui sortaient vivants de notre service, on connaissait tous leur nom et leur visage. Ce qui arrive quand même pas, parce que normalement, on en fait sortir de vivants plusieurs fois par semaine. Mais c'était du style, il y a 3 ou 4 patients qui sont sortis vivants en 3 semaines. Et donc, on avait l'impression que le taux de décès était tellement important que je me rappelle qu'il y a une de mes collègues qui a dit, en fait, c'est pas possible, je vais compter tous les décès, je vais appeler les hôpitaux où les patients sont partis, etc. Et on avait, je sais plus, peut-être 40% de décès, ce qui est quand même beaucoup, mais ce qui n'est pas 80% non plus. En fait, moi, je me souviens surtout de avant la première vague et de la première vague. Les vagues d'après, c'est devenu assez flou parce que je sais pas, elles se sont répétées, enchaînées, et c'est sûr qu'elles étaient différentes de la première, mais je suis pas très sûre de pas les mélanger. Au tout début, on nous a dit qu'il y avait une interdiction totale de visite. Et ça a été assez compliqué, un peu dans tous les sens. À la fois parce que nous, les messages qu'on nous donnait, c'est en fait, demain, on ne sait pas si on a des masques pour vous. Du coup, ça paraissait compliqué, effectivement, d'accueillir des familles sans leur donner de masques, ou en leur donnant des masques et en pensant que nous, on n'en aurait peut-être pas pour travailler le lendemain. Pour l'autre raison, c'est qu'on n'avait pas le temps. On était vraiment sous une charge de travail qu'on n'avait jamais connue. Et donc, accueillir les familles, ça prend quand même du temps. Les entretiens, c'est en général entre une demi-heure et 1 heure, donc il faut être libre. Et à la fois, c'était aussi pas possible dans l'autre sens. Enfin, c'était un peu... je sais pas comment dire. Mais dans l'autre sens aussi, la place des familles, c'est à côté de leurs proches. Et puis du coup, de les avoir par téléphone, c'était pas possible non plus. Donc il faut bien se remettre
en tête ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être les 2 premières semaines, c'était quasiment de l'ordre du chaos. Dire, on n'avait aucune idée vraiment de ce qui se passait. On n'avait aucune idée vraiment des directives. Et évidemment, dans ces moments-là, les premiers réflexes ont été d'être extrêmement rigides ou extrêmement radicaux. Et avec un objectif qu'on comprend bien, qui était de protéger, qui était de protéger les soignants, qui était de protéger les patients, qui était de protéger tout le monde. Et donc ça a donné lieu, pendant tout un temps de la première vague du Covid, à des mesures extrêmement strictes. Ça a été quelque chose d'absolument, pour ceux qui l'ont vécu, extrêmement violent, assez épouvantable. Ça a duré combien de temps cette période ? Je sais pas vraiment. Ça, c'est un symptôme qui est quand même le premier symptôme de la crise Covid. Je crois que tout le monde partage, ceux qui ont été confinés, ceux qui n'ont pas été confinés. C'est le bouleversement de la temporalité. La traversée, épisode 1, la sidération. Musique originale, Pierre Chaffanjon. Prise de son et écriture, Sarah Lefebvre. Réalisation et mixage, Brice Sandlauer. Avec le groupe Multiculturalité de l'hôpital de Saint-Denis et les soignants, Aurélie, Claudia, Elisa, Sophie, Edison, Gladys, François, Malika, Mariana, Stéphane, Sarah, Vasco, Victorine, Pierre, Lucille et Zaya. Les témoignages ont été enregistrés dans une démarche documentaire et reflètent la subjectivité des événements vécus à travers le regard des soignants interrogés.